Bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie. Mon nom c'est Joanne Whitmore, je suis chercheuse principale à la chaire de gestion et aujourd'hui le webinaire va porter sur les recommandations du Conseil de gestion du Fonds vert sur les ajustements budgétaires au plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques. Le rapport a été déposé en 2019 à la ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Et puis, pour nous parler un peu de ces recommandations-là, ainsi que les opportunités et les défis du Fonds vert, on a avec nous Sylvie Chagnon. Sylvie Chagnon est PDG du Conseil de gestion du Fonds vert. Elle présentera justement les principales recommandations. Elle a plus de 25 ans d'expérience dans le secteur financier. Au cours de sa carrière, elle a occupé divers postes au sein de grandes institutions financières. Au service d'Investissement Québec de 2008 à 2015, elle a agi à titre de vice-présidente crédit et produits financiers. Les différents mandats qu'elle a assumés lui ont permis d'acquérir une profonde connaissance en matière de planification stratégique, de développement économique, de gestion de projets, d'optimisation des processus, de gestion des risques et de gouvernance. Elle a participé à plusieurs comités ministériels et elle a été aussi membre sur différents conseils d'administration, dont la présidente du conseil d'administration de la financière agricole du Québec. Elle a été reconnue par l'Association des femmes en finance du Québec, le Réseau des femmes d'affaires du Québec, ainsi que le Collège des administrateurs de sociétés. Elle est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires et d'un baccalauréat en commerce. Juste avant de commencer, puis de céder la parole à Sylvie, pour ceux qui n'ont jamais participé au webinaire, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on va avoir 40 minutes à peu près de présentation de notre conférencière et ensuite, il va y avoir une période de questions. Pour prendre les questions, essentiellement, à tout moment durant la présentation, dans la fenêtre de droite, vous pouvez noter vos questions et à la fin, je vais pouvoir les prendre et Sylvie pourra répondre aux questions. Donc, sans plus tarder, la parole est cédée à Sylvie. Merci, Joanne. Alors, bonjour à tous les participants. Merci de votre participation à la conférence. Alors, ça me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter un sommaire des recommandations qui ont été faites dans notre rapport qu'on a adressé à la ministre de l'époque, la ministre de l'Environnement, en décembre dernier. Alors, ce que je propose comme ordre du jour. Attendez, là, je veux juste essayer de faire fonctionner les acétates. Bon, alors, lors de la présentation, rapidement, je vais refaire un court passage sur le Fonds vert, le conseil de gestion, la portée des travaux. Ensuite de ça, je vais vous parler du constat général que l'on a fait. Ensuite de ça, on va rentrer dans les constats, que ce soit au niveau de l'efficacité, de l'efficience, de la transparence et l'atteinte des objectifs au niveau de la réduction des GES. Ensuite de ça, l'ajustement budgétaire recommandé. Les recommandations par secteur stratégique, les constats à l'égard du fonctionnement du conseil de gestion du Fonds vert et finalement la conclusion. Alors peut-être avant de commencer, pour le bénéfice des participants, on va essayer de démystifier un petit peu là, le conseil de gestion, le Fonds vert, qui fait quoi dans tout ça. Alors, pour le Fonds vert, on va vraiment l'imager. Le Fonds vert, c'est tout simplement un compte de banque. Oui, il y a différentes sources de revenus, on va le voir tout prochainement, mais dites-vous que le Fonds vert, c'est un compte de banque. Et vous avez l'organisme, le Conseil de gestion du Fonds vert, qui, lui, a été créé il y a tout près de 2 ans et par la loi, le projet de loi 102. Et la mission du Conseil est vraiment d'encadrer la gouvernance du Fonds vert et d'assurer la coordination de la gestion. Alors, le conseil de gestion est administré par un conseil d'administration de 9 membres, dont 5 membres sont issus de la société et il y a également 3 sous-ministres qui siègent sur le conseil d'administration. Alors, ça, c'est vraiment la distinction. Après ça, bon.
Alors, le fonds vert, quand je disais que c'est un compte de banque, alors d'où proviennent les revenus? Qu'est-ce qui rentre dans ce compte de banque-là en termes de revenus? Alors, principalement, il y a 4 sources de revenus. Un, ce sont les revenus qui découlent du marché du carbone, ce qu'on appelle le SPED. Ensuite de ça, il y a les redevances perçues pour l'élimination des matières résiduelles. Il y a également la redevance pour l'utilisation de l'eau. Et en fin de compte, les transferts du gouvernement fédéral. Alors, ce sont les principales sources de revenus qui rentrent dans le compte bancaire du fonds vert. Et toutes les sorties, bien, ce sont les subventions qui sont faites par différents ministères et organismes. Toutefois, la loi est très particulière en ce sens qu'il faut apparier les revenus avec les dépenses. Je m'explique. C'est que les revenus qui découlent du marché du carbone doivent être utilisés uniquement à des actions pour lutter contre les changements climatiques. Je ne pourrais pas utiliser ces revenus-là pour payer des initiatives au niveau de la gouvernance de l'eau. Et vice-versa. Supposons que les redevances de l'eau qui sont perçues, je ne pourrais pas les utiliser pour payer des activités au niveau des matières résiduelles. Alors, c'est ce qu'on appelle l'appariement des revenus et des dépenses selon les 3 catégories. Aujourd'hui, on s'attarde uniquement à la lutte contre les changements climatiques. C'était l'objectif du rapport qui avait été demandé, par la ministre de l'époque, de lui faire un compte-rendu sur le fameux plan d'action des changements climatiques, le plan d'action 2013-2020. Alors, la portée de ce rapport-là, qui a été déposé en décembre, ne s'applique qu'à la lutte contre les changements climatiques. On change. OK. Alors, le constat général, au niveau du plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques, bien, c'est un plan qui comporte 185 actions. C'est énorme comme nombre d'actions. Ce sont 15 ministères et organismes qui se chargent de mettre en place les 185 actions. Et c'est un budget, le budget du plan d'action sur les changements climatiques, il a été réservé dès la première année du lancement du plan. Le plan d'action est un plan pluriannuel qui dure sur 7 ans, mais les budgets ont été réservés dès la première année. Alors, ce qui amène aussi, vous comprendrez bien qu'avec 185 actions, 15 ministères, c'est sûr qu'il y a une dispersion des efforts. Il y a également une perte d'efficacité et d'efficience dans ça. Le constat au niveau de l'efficacité, c'est que le PAC a seulement un potentiel de réduction de GES, mais il n'y a pas de cible globale de réduction. Donc, il n'y a pas de cible quantifiée non plus par secteur stratégique. Alors, c'est très difficile de mesurer globalement la performance du fonds vert. D'autre part, au niveau de l'efficacité, on a constaté qu'il y avait des actions qui visent la même clientèle ou qui sont complémentaires. Alors, tout à l'heure, on parlait qu'il y avait 185 actions qui sont gérées par 15 ministères, mais il y a beaucoup de ces actions-là qui s'entrecroisent. Alors, on manque de l'efficacité à ce niveau-là. Par après, on constate naturellement qu'il y a des surplus cumulés. En date du 31 mars 2018, ça, je vous rapporte des chiffres qui ne sont pas finalement audités par le VG. On attend toujours les résultats du VG, mais le fonds vert présentait des surplus cumulés de 986 millions. Et au niveau des changements climatiques, c'était 776 millions de surplus cumulés. Alors, vous comprendrez bien, ce sont des argents qui, malheureusement, ne produisent pas d'effet. Ils sont dans le compte de banque et il y a eu du retard, malheureusement, dans la mise en place de certaines actions. Alors, c'est ce qui fait qu'on se ramasse au 31 mars avec des surplus considérables et qui, malheureusement, ne rapportent pas d'impact direct sur la réduction des gaz à effet de serre ou l'adaptation du territoire ou la sensibilisation au niveau de la population.
Autre point qui a été constaté, c'est que le PAC permettait au niveau du lancement plusieurs modes de financement et seulement la subvention et le crédit d'impôt a été mis en place. Le crédit d'impôt, c'est uniquement pour le programme Rénov'Air. Alors, mais tout le restant des activités ont été déployées sous forme de subventions. Alors, on recommande naturellement, nous autres, de mettre en place d'autres types de financement en addition avec la subvention. Autre point au niveau de l'efficacité, c'est qu'il y a énormément de projets de recherche qui ont été déployés et on constate qu'il y a bien des projets de recherche qui s'entrecroisent également. Et je pense que c'est important aussi de faire les comparaisons avec ce qui a été fait, que ce soit sur le plan du côté fédéral ou à l'international, pour être sûr qu'il n'y a pas de croisement, qu'on recommence pas les projets de recherche et que ça adresse vraiment un besoin très particulier. Au niveau de l'efficience, là, les mesures qui sont dans le plan d'action des changements climatiques se retrouvent également dans d'autres plans d'action gouvernementaux, que ce soit, je vais donner à titre d'exemple, que ce soit la politique de mobilité durable, le plan directeur au niveau de l'efficacité énergique, et ça amène un défi de cohérence. Je donne un exemple. Au niveau de la reddition, si on a une mesure qui se retrouve autant dans le plan d'action sur les changements climatiques que dans la politique de mobilité durable ou que dans le plan directeur, vous comprendrez bien qu'à un moment donné, on fait la reddition comment? Est-ce qu'on dit à 3 reprises que ça leur a apporté des réductions de gaz à effet de serre, supposons? Alors, vous pouvez vous imaginer le défi de cohérence qu'on a au niveau des différents plans d'action gouvernementaux. L'autre point, c'est qu'il y a la dispersion à travers 15 ministères et organismes. Alors, question d'efficience pour le client qui voudrait bénéficier d'une subvention, il doit aller voir plusieurs ministères pour évaluer l'admissibilité de son projet. Alors, c'est là qu'on favorise beaucoup plus l'approche d'un guichet unique pour tenter d'améliorer l'efficience et faire en sorte que les bénéficiaires cognent à une porte pour voir quelles sont les disponibilités pour la mise en place de son projet. Au niveau de la transparence maintenant, on a constaté qu'on n'a pas l'assurance du respect des exigences de calcul de réduction d'émissions de GES au niveau de la norme ISO. Et ce qui fait que peut-être par moment, il y a certains résultats qui peuvent être gonflés. Alors, ça, d'un ministère à l'autre, c'est pas uniforme. Et il y a aussi également le suivi de l'avancement des actions. C'est sûr qu'à titre de conseil de gestion du Fonds vert, on se doit de demander de la reddition de comptes. On la fait 2 fois par année auprès des ministères et organismes. Par contre, la reddition varie d'un ministère à l'autre. Alors, ce n'est pas évident. Et aussi, il faut s'assurer, nous, que lorsqu'on fait la reddition globale, qu'on soit capable de comparer des pommes avec des pommes. Alors, il y a tout un défi au niveau de la reddition lorsqu'on reçoit tout ça de la part des ministères et organismes. Maintenant, au niveau de l'atteinte de réduction des émissions de gaz à effet de serre, initialement, le PAC 13-20, on avait dit, il y avait peut-être un potentiel de 6 mégatonnes. Et ce potentiel-là a été révisé à la baisse l'année dernière lorsque le ministère de l'Environnement a émis son bilan mi-parcours qui a dit, maintenant, ce n'est plus 6 mégatonnes, mais c'est révisé à 3,6 mégatonnes. Alors, c'est une baisse de 40 vous comprendrez que c'est difficile à un moment donné quand on change un peu les potentiels
de voir vraiment comment qu'on évalue l'efficacité du fonds vert, s'il y a des potentiels de cibles qui jouent en plein milieu de parcours, c'est pas évident. L'autre point, ce que je peux vous dire, c'est que sur les 185 actions du plan d'action, il y a seulement 21 actions qui ont une cible de réduction de gaz à effet de serre. On comprend très bien qu'il y a certaines actions où est-ce que c'est très difficile de mettre un chiffre. On sait que la mise en place va amener des réductions, et ça, on le conçoit très bien. Par contre, il y a toute une question de dire, ben regarde, on met X millions dans un plan. Je pense que c'est important de bien quantifier des cibles qu'on veut atteindre. Alors, pour l'instant, les 21 actions qui présente une cible de réduction de GES, ben, ça totalise 2,3 mégatonnes. C'est ce qu'on mesure à l'heure actuelle dans le plan d'action sur les changements climatiques. Alors ça, ce sont les constats. Maintenant, ça m'amène à regarder les ajustements budgétaires que nous avons recommandés. Parmi les 185 actions, il y a beaucoup de choses et encore là, c'était en fonction des résultats que nous avions. Ça peut bouger à travers le temps, mais pour l'instant, c'était vraiment la position du conseil de gestion. Alors, au niveau des actions à maintenir, on avait 71, on recommandait de maintenir 71 actions, de bonifier une action, de réévaluer 42 actions, et d'en arrêter ou d'en arrêter en 2020 pour 45, avec 45 actions où est-ce qu'on recommandait l'arrêt, et les sans-objets qui sont des actions terminées, suspendues ou abandonnées par les ministères, il y en avait 26. Alors, ça, c'était les recommandations que l'on a fait pour les 185 actions du plan d'action. Quand on parle d'actions à réévaluer, ce sont vraiment des actions qu'il faut réévaluer en fonction de leur évolution, de leur développement futur. Il y a des actions qui viennent tout juste d'être mises en place et c'est difficile de se positionner tant qu'on n'aura pas commencé à cumuler certains résultats. L'autre point, au niveau des actions dont l'information est à valider ou à compléter, il y a des actions qui nécessitent certains aspects de suivi. Je vous parlais tout à l'heure que des fois, la reddition de compte d'un ministère à l'autre varie. Alors, il y a des fois où est-ce que c'est très difficile de se positionner parce qu'il nous manque de l'information par rapport au suivi. Au niveau des actions à arrêter, les actions à arrêter, c'est qu'elles ne sont pas jugées optimales ou tout simplement qu'elles ne sont pas démarrées. Et je vous dirais, à 1 an de la fin du plan d'action sur les changements climatiques, je pense que ça ne vaut pas la peine de démarrer ces actions-là. Si elles n'ont pas été prioritaires au début en 2013, je pense pas que ça va devenir une priorité en 2019. L'autre point, lorsqu'on dit arrêter en 2020, c'est qu'on dit que ces actions-là ne devraient pas être reconduites dans le prochain PAC. Il y a des actions qui relèvent de la mission des partenaires et aussi il y a des actions dont l'arrêt pourrait avoir un effet néfaste sur des écosystèmes. Et je prends particulièrement au niveau du transport. C'est bien certain que si on arrête, on dit on arrête l'action, on ne peut pas l'arrêter comme ça du jour au lendemain parce qu'il va avoir des impacts en dehors il va y avoir plein d'écosystèmes qui vont être affectés par ça. Alors, c'est pour ça qu'on disait arrêter en 2020, le temps de pouvoir se repositionner et de s'assurer que les impacts vont être minimisés. Lorsqu'on dit arrêter aussi, je tiens à préciser, ça ne veut pas dire que ces actions-là ne devraient pas être financées, mais elles ne devraient pas être financées nécessairement par le fonds vert, ce qui est très différent. Il y a des choses dans le plan d'action qui ont peut-être leur raison d'être, mais ça ne devrait pas être financé par le fonds vert. Alors, petit bémol à apporter au niveau là, des actions à arrêter.
Ça m'amène à vous parler des grands secteurs stratégiques. Alors, dans le rapport, on a parlé du secteur des transports, où est-ce que, en fonction des résultats que l'on a et des sommes qui sont injectées au niveau des mesures de transport, les résultats sont mitigés. Et on recommande vraiment de revoir l'ensemble des actions du secteur en transport. Et je pense qu'il faut investir davantage dans les infrastructures, en transport en commun, aussi au niveau du réseau des bornes de recharge. Je pense que c'est nécessaire si on veut justement avoir un changement de comportement. Oui, on a le programme pour les autos électriques, mais il ne faut pas oublier aussi toute l'infrastructure qui tourne autour des autos électriques. L'autre point, c'est lorsqu'on parle de transport en commun, il faut travailler main dans la main avec les municipalités pour tenter d'instaurer des projets pilotes qui vont permettre d'alimenter la réflexion sur la mise en place de nouveaux moyens de déplacement. Également, on recommande de réévaluer la pertinence du programme d'aide au développement du transport collectif, ce qu'on appelle par l'acronyme le PADTC. Ce programme-là, je pense qu'il y aurait lieu de revoir certaines balises pour s'assurer qu'il y a augmentation de l'offre de services au niveau du transport collectif, mais également au niveau de l'augmentation de l'achalandage. D'autre part, on recommande de poursuivre le programme éco-camionnage. Le programme donne quand même de très bons résultats. Alors, je pense que c'est un programme qui a lieu de poursuivre. Et également, il y a moyen de revoir tous les projets de recherche au niveau du transport. Il y a beaucoup de recherches de projets de recherche qui sont en cours à l'heure actuelle. Par contre, il y a encore beaucoup de choses qui s'entrecroisent et il faut juste s'assurer qu'on travaille sur les bonnes recherches. Il y a beaucoup de recherches fondamentales. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut passer à la recherche appliquée. Alors, il y a toute une révision à faire au niveau des projets de recherche dans le secteur des transports. Le secteur stratégique de l'industrie, commerce, institutions, dans cette catégorie-là, on a fait quand même plusieurs recommandations, dont une pour les entreprises assujetties au SPED, où est-ce qu'on recommande d'allouer une enveloppe budgétaire. Et je m'explique. Et on fait la même chose également. On recommande d'accorder une enveloppe budgétaire pour les entreprises non assujetties au SPED. Et la raison pour laquelle on a poussé cette recommandation-là, c'est que il y a beaucoup de programmes à l'heure actuelle qui existent. Ce sont des programmes normés où est-ce que les balises sont très strictes. Et malheureusement, il y a plusieurs projets qui sont très, très porteurs, mais parce que ces projets-là ne répondent pas à toutes les balises des programmes en cours, ben ça ne voit pas le jour. Alors, nous autres, on a recommandé d'allouer des enveloppes budgétaires pour avoir peut-être un petit peu plus, pour combler le manque de flexibilité dans les programmes existants. Et je pense qu'il n'y a pas une journée qui se passe au bureau où est-ce que j'ai pas un appel d'un entrepreneur qui dit « j'ai un super de beau projet, mais je ne cadre pas dans certains programmes. Comment je peux avoir accès à une subvention du Fonds vert? » Et malheureusement, c'est impossible à l'heure où on se parle. Alors ça, c'était une recommandation qu'on a faite. L'autre point, c'était de mettre en place d'autres types de financement en addition à la subvention. Pour avoir travaillé 30 ans dans le secteur financier, je dois vous dire qu'un des enjeux majeurs pour les entreprises, c'est de trouver le financement. Et on sait aujourd'hui que le financement, ça ne provient pas uniquement d'une seule institution financière ou organisme. Alors, je pense qu'il y a place
à faire autre chose que de la subvention, ou est-ce qu'il serait temps que le Fonds vert soit là comme outil de développement économique, ou est-ce que ça va permettre de faire en sorte qu'il y ait des projets qui voient le jour et qu'on vienne contribuer au financement de ces projets-là, que ce soit sous forme de prêts, sous forme de garantie de prêts, sous forme de quasi-équité ou d'équité. Je pense qu'il y a lieu de s'assurer éventuellement que le Fonds vert puisse supporter des projets porteurs pour l'économie du Québec. L'autre recommandation, c'est également le mécanisme de financement mixte. Ce que j'entends par financement mixte, ben, c'est de prendre part à de la syndication de prêts ou participer dans de l'aide junior de certains projets, mais embarquer dans le financement global avec d'autres institutions financières. Et enfin, c'est aussi de considérer la possibilité de mettre en place un processus d'appariement du capital du Fonds vert au capital investi par des gestionnaires privés. Et lorsque les gestionnaires privés savent des fois que le gouvernement investit également dans un fonds, ben ça l'attire d'autres investissements. Et c'est important que ce soit au niveau du capital de risque. Il y a des fonds de capital de risque et ça peut être aussi des fonds de private equity, excusez le terme anglais, là, alors je pense que c'est important d'investir dans des fonds comme ça pour s'assurer qu'on puisse contribuer à la mise en place de projets très structurants pour le Québec. Au niveau de l'aménagement du territoire, bien là, je dois vous dire qu'on a regardé les mesures et malheureusement, les résultats sont mitigés. Et je pense que pour le post-2020, au niveau du plan d'action, tout est à revoir au niveau des actions à mettre en place pour l'aménagement du territoire. Dans le secteur de santé publique aussi, on a vécu, même pas plus tard que l'été dernier, on l'a tous vécu, les changements climatiques sont là, on les ressent. Et il y a eu une étude qui a été faite par l'INSPQ et qui recommandait même à ce qu'il y ait un certain montant de budget de construction qui soit réservé pour le verdissement. Et c'est peut-être quelque chose, une initiative à laquelle le Fonds vert pourrait contribuer pour tenter d'éliminer les îlots de chaleur et d'adapter aussi notre construction. Du côté de l'agriculture, encore là, les mesures qui sont en place n'adressent pas un réel besoin de la clientèle et c'est pour ça que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Alors, il y a lorsqu'on a travaillé avec le ministère de l'Agriculture, il y a toutes de nouvelles solutions qui doivent être mises en place pour mieux accompagner les entrepreneurs du secteur agricole. Au niveau du bâtiment, on poursuit également notre analyse et ça fait le tour, disons, des principaux secteurs stratégiques. L'autre point, c'est le conseil de gestion du Fonds vert. Le conseil de gestion du Fonds vert, comme je vous disais, c'est un nouvel organisme. Par contre, l'intention du législateur était vraiment de créer cette indépendance-là au niveau de la gestion. Et là, c'est sûr qu'il reste encore des choses qui sont effectuées par le ministère de l'Environnement et le conseil de gestion en prend d'autres. Alors, tu sais, faut s'assurer à un moment donné qu'il y ait un gestionnaire. Quand on est plusieurs, à un moment donné, c'est pas l'idéal. Alors, il faut vraiment clarifier les rôles et responsabilités du conseil de gestion dans l'intérêt de la performance et de l'indépendance du Fonds vert. L'autre point, c'est au niveau du modèle d'affaires du Fonds vert et le modèle d'affaires du conseil de gestion du
fonds verts, c'est sûr que le modèle d'affaires affecte la performance. Et je m'explique, à l'heure actuelle, on a débuté une étude d'étalonnage avec une firme externe, mais c'est de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe à travers le monde, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie. Quels sont les modèles d'affaires, les meilleures pratiques au niveau des banques vertes ou des fonds verts pour s'assurer d'un maximum de rendement? Et c'est ce qu'on est en train de faire. Il y a beaucoup il y a beaucoup d'exemples pour lesquels on peut se sourcer, mais je pense que ça va être important de faire nos recommandations au gouvernement en prévision du futur plan d'action sur les changements climatiques. Alors, la conclusion, ben, naturellement, avec les résultats qu'on a en cours, il y a un virage majeur qui s'impose pour assurer la performance du fonds, assurer la pérennité également du fonds. Et c'est pas pour rien que on recommande que le fonds vert, qu'il y ait d'autres sources de financement, parce qu'à force de donner de la subvention, ben, on va l'imaginer, c'est comme piger dans le plat à bonbons, ben, à un moment donné, il n'en reste plus de bonbons. Alors, il faut s'assurer que cet argent-là puisse générer et qu'on puisse prêter cet argent-là 6, 7, 8 fois, comme dans les banques, mais au moins que ça puisse générer et que ça l'assure une certaine pérennité au fonds. Et le fonds a été créé en 2006 et c'était une belle initiative que le gouvernement avait mise en place. C'était très visionnaire. C'est un outil qui est nécessaire pour l'économie verte, mais il faut également l'utiliser comme outil de développement économique au Québec. C'est la nouvelle économie. Alors, il faut faire en sorte que le Fonds vert devienne un levier financier pour faire en sorte qu'il y ait des projets structurants qui voient le jour. Alors, ça fait le tour de la présentation. Et merci, Sylvie. Donc, on a déjà quelques questions, mais je vais peut-être en profiter, moi, pour en demander une, évidemment, parce que je suis très intéressée par le dossier. Mais d'ailleurs, je voudrais souligner que le travail que Sylvie fait est extrêmement important. Je pense que des fois, peut-être qu'on oublie que la création du conseil de gestion du Fonds vert a été mis en place parce que justement, avant 2017, il y avait eu des enjeux qui ont fait surface dans les médias où la gestion du fonds vert n'était pas optimale, elle manquait de transparence et tout ça. Et je pense que tous les partis politiques ont souligné l'importance d'avoir une gestion plus transparente. Et donc, c'est un peu le rôle finalement du conseil. Et moi, je vois que dans sa courte existence, il y a quand même eu beaucoup avec ce que tu nous présentes là, qui a été quand même réfléchi et fait. Par contre, ce que je vois qui est encore récurrent, c'est qu'il n'y a pas toujours une clarté par rapport à l'autorité finalement du conseil de gestion du Fonds vert, parce que tu sais, on va avoir le ministre, certains ministres qui vont l'interpréter d'une certaine façon, après le premier ministre qui va dire une chose, après tous les médias qui vont avoir leurs idées, et après des gens comme moi, des chercheurs qui peuvent aussi en avoir. Donc, ultimement, comment est-ce qu'on démêle tout ça pour comprendre l'autorité que peut avoir? Oui. Puis après ça, les indicateurs, quelles sont la façon que le conseil de gestion du Fonds vert peut, d'une façon plus uniforme, amener plus de cohérence entre les différents programmes qui sont financés par le Fonds vert? Parce que, à ce que je comprends pour l'instant, chaque ministère, voire même chaque programme a ses propres indicateurs. Fait qu'à ce moment-là, c'est comme si on comparait des pommes puis des oranges, mais qu'est-ce qui est en train de se faire pour s'assurer que ça s'uniforme? Bien, je vais commencer la première partie qui est plus comme l'autorité. Au niveau du conseil de gestion du Fonds vert, c'est sûr que nous devons faire des recommandations au ministre de l'Environnement. Alors, c'est certain que c'est le privilège et ça appartient au ministre. S'il n'est pas d'accord avec les recommandations du conseil de gestion du Fonds vert, c'est sa prérogative, c'est son choix. Mais je vous rappelle, on a quand même un conseil d'administration sur lequel 3 sous-ministres siègent, le sous-ministre des Finances, le sous-ministre du Transport et le sous-ministre de l'Environnement.
Alors, comme je dis, non, on n'a pas le pouvoir décisionnel, c'est un pouvoir de recommandation, mais qui est quand même bien écouté par le ministre de l'Environnement. Alors ça, c'est pour la première section. La deuxième section, au niveau de la gouvernance du Fonds vert, tranquillement, le conseil de gestion est en train de travailler sur des lignes directrices. Je pense que ça va être important de bien orienter le public sur qu'est-ce que le Fonds vert va financer. L'autre point, c'est qu'on a établi un tableau de bord. Lorsqu'on a comme responsabilité d'évaluer la performance du Fonds vert, ça prend un tableau de bord. Il faut que ce soit transparent aussi pour le grand public de pouvoir suivre l'évolution du rendement de ce fonds-là. Alors, on a développé un tableau de bord. Il va y avoir différentes sections, mais tout prochainement, on va publier ce tableau-là avec les résultats à ce jour. On a également développé des grilles d'évaluation. Ce que j'appelle par grille d'évaluation, c'est en fin de compte un ministère qui vient chez nous dire, ben regarde, je veux lancer un programme, je veux être financé par le Fonds vert, dire c'est parfait. Maintenant, voici comment qu'on va évaluer la performance de ton programme. Alors, pour telle condition. Et tout le monde va être évalué sur la même base. À l'heure actuelle, c'est pas cohérent. Chaque ministère arrive, dit, bon, OK, je vais lancer ça, mais il y a aucune cohérence. Premièrement, c'est quoi ton marché? Qu'est-ce que tu vas m'amener sur la table en termes de résultats, que ce soit au niveau, je sais pas moi, l'aménagement du territoire, que ce soit au niveau des réductions de gaz à effet de serre, que ce soit au niveau de la sensibilisation de la population, que ce soit au niveau nouvelles technologies développées. Tout ça, il faut que ce soit uniforme d'un ministère à l'autre. Et un ministère qui va se voir refuser d'être financé par le Fonds vert, ben, au moins, on pourra dire, regarde, tu as manqué à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Alors, c'est une façon aussi pour nous de bien camper, dire voici comment on va octroyer les argents du Fonds vert. Alors, faut qu'il y ait des lignes directrices, il faut que ce soit structuré. Auparavant, ce n'était pas autant, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a eu, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on se ramasse avec des résultats un peu plus mitigés. Merci. Donc, pour les questions, la première, est-ce que Transition énergétique Québec vous a communiqué le taux d'opportunisme du programme Chauffer vert? Le cas échéant, quel est-il? Bon, c'est très pointu. Oh, c'est très pointu. Écoutez, je ne voudrais pas me prononcer là, comme ça, là. C'est beaucoup trop pointu. Mais je peux vous dire, et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, quand on n'avait pas la conviction que tous les résultats de GES étaient calculés de la même façon, c'est sûr que la question du taux d'opportunisme est un point sur lequel ça varie beaucoup d'un ministère à l'autre. Il y a aussi également tout l'aspect de la référence, c'est pas calculé de la même façon, et aussi le fameux coût par tonne, qui là, on en voit de toutes les couleurs. Alors, bon, là, la question est très, très, très pointue sur un programme. Je vais m'abstenir de répondre, mais grosso modo, ce sont les aspects, quand on dit que le calcul des GES n'est pas uniforme, ça varie beaucoup par rapport à ça. La référence, le taux d'opportunisme et le calcul du coût par tonne. Prochaine question, aussi un peu pointue, mais pourquoi est-ce que le Fonds vert finance les extensions de réseaux de gaz naturel et non pas l'installation de bornes de recharge à courant continu? Écoutez, ça, ce sont des mesures qui ont été adoptées au niveau des précédents discours du budget. C'était une décision du Conseil des ministres. Alors, moi, je ne peux rien dire sur ça, là. Je ne peux pas aller à l'encontre d'une décision du Conseil des ministres, mais lorsque vous regardez les discours des années antérieures, c'était des annonces faites directement dans le budget. Il existe deux volets à la lutte au changement climatique, l'atténuation des CO2 et l'adaptation au changement climatique. L'adaptation ne permet pas nécessairement de quantifier une baisse de CO2, mais est primordiale pour la lutte au changement climatique. Diriez-vous que ces activités-là devraient être financées par un autre fonds? Pas nécessairement.
Pas nécessairement. Je veux dire, on regarde là juste ce qui se passe au niveau des îles de la Madeleine ou en Gaspésie, l'érosion des berges. Ben, je vois aucun problème à ce que le fonds vert fasse partie d'une solution de financement au niveau de l'aménagement du territoire, loin de là. Les îlots de chaleur aussi. Alors, ça fait partie des changements climatiques, l'aménagement du territoire. Vous semblez être très réticente quant à la pertinence de la recherche. Or, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la transition énergétique impliquent de nombreuses inconnues. Ne diriez-vous pas plutôt soutenir de manière plus large la recherche dans ce domaine? Bon, la recherche, je sais que ça fatigue quelques intervenants parce que lorsqu'on a sorti notre rapport, il y a plusieurs gens qui disaient, ben comment ça vous dites pour certaines actions, on arrête la recherche. C'est pas que je veux arrêter la recherche, loin de là, mais il faut que la recherche soit mieux ciblée. C'est pas vrai que le Fonds vert va signer un chèque en blanc à différents organismes pour dire faites de la recherche. Il faut, savoir qu'est-ce qu'on veut exactement. Est-ce qu'il y a un manque? Où est le besoin? Et là, ça va. Mais de signer un chèque en blanc, non. Il faut savoir où est-ce qu'on s'en va et il faut s'assurer aussi d'avoir des résultats très concrets avec les recherches qui vont être faites. Alors, ça prend une meilleure structure au niveau des projets de recherche. Comme je vous dis, là, j'en ai là, pour les fins et les fous à l'heure actuelle dans le PAC. On ne sait pas trop qu'est-ce que ça fait, ou bien ça se croise avec d'autres recherches qui sont en cours. Alors, c'est juste une question d'efficacité pour être sûr que, il y a vraiment un manque de connaissances dans un endroit bien particulier et deux, ben, qu'on s'assure qu'il n'y en a pas d'autres recherches qui ont été faites sur ça. Parce que du côté fédéral aussi, il y a énormément de recherches qui sont effectuées par le gouvernement fédéral. Alors, puis même à l'international. Alors, il faut juste s'assurer qu'on soit efficient et efficace lorsqu'on décide d'aller sur un projet de recherche. Je pense qu'on en avait parlé, c'est un peu aussi au niveau de la pertinence, puis de trouver un mécanisme, un peu comme quand on doit passer à travers un fonds de recherche du Québec, où il va y avoir une impartialité par rapport aux projets de recherche qui sont financés pour s'assurer que c'est les meilleurs, avec le mérite finalement qui est évalué. Une autre question, est-ce possible de savoir qui réalise l'étude d'étalonnage des pairs du Conseil de gestion du fonds vert? Oui, c'est public de toute façon. Là, c'est parce que lorsqu'on on donne un contrat, tout est public. Alors, c'est la firme EY qui nous assiste dans ça. Est-ce que l'étude va être publique? L'étude va être rendue publique, oui. Ça fait partie, de toute façon, nous autres, de la transparence au niveau de la réédition. Alors, lorsque ce sera complété, oui, l'étude sera publiée. Les résultats de mi-parcours sont décevants, mais la gestion du fonds vert me semble un aspect marginal par rapport aux lacunes de processus de décision qui ont mené aux choix opérés dans le PAC 2013-2020. Il faudrait exposer les difficultés de la planification gouvernementale, notamment de l'intégration des différentes planifications ministérielles. Comment assurez-vous une véritable planification gouvernementale en amont qui doit déterminer l'atteinte des cibles en 2030, voire en 2050, si on prend en compte l'accord de Paris? Oui, c'est un bon point. Premièrement, écoutez, je ne commenterai pas pour le PAC 13-20. Je n'étais pas là à ce moment-là, alors c'est difficile pour moi de porter un jugement sur la façon dont c'était fait. D'autre part, c'est important de préciser que le plan d'action sur les changements climatiques, ça appartient au ministère de l'Environnement de développer ce plan-là. Ce n'est pas au conseil de gestion du Fonds vert. Alors, c'est vraiment une responsabilité du ministère d'élaborer le plan d'action. Alors, c'est sûr qu'on communique régulièrement avec le ministère de l'Environnement, mais c'est une responsabilité qui lui incombe de concevoir le plan d'action. Alors, je sais qu'à l'heure actuelle, là, il y a beaucoup de travail qui se fait présentement
Alors, je vais éviter d'empiéter sur un terrain qui ne m'appartient pas. Est-ce que le coût de réduction, c'est-à-dire de dollars par tonne de CO2 évité, est un critère qui doit être utilisé pour prioriser l'attribution des fonds? C'est sûr que c'est un critère qu'on regarde, définitivement. Maintenant, je veux dire, quand on regarde des chiffres, puis on les fait pas parler, si on se base juste sur des chiffres, des fois, il y a bien des actions qu'on ne prendra pas en considération. Peut-être sur le coût, ça peut être très élevé. Maintenant, quand on regarde ça sur la durée de vie d'un actif, ben, peut-être que ça peut devenir très intéressant. Alors, oui, le coût par tonne, c'est un aspect qu'on regarde. Mais j'apporte toujours un bémol parce que, surtout dans le transport en commun, où est-ce que les investissements sont très considérables, c'est très dispendieux, mais quand on regarde la durée de vie, que ce soit d'un autobus, que ce soit d'une ligne de métro, que ce soit d'une ligne de train, peu importe, ben ça commence peut-être à faire du bon sens de dire oui, on va investir parce que la durée de vie de l'actif est considérable. Nous savons que le secteur des transports est celui produisant le plus d'émissions de GES, environ 43 et que 66 des fonds tirés du SPED doivent être dédiés au transport. Pourquoi ne recommandez-vous pas que le Fonds vert ne finance plus les opérations ni le développement du transport collectif en 2020? Est-ce que cela est lié à la difficulté d'évaluer l'impact sur les réductions de GES et la norme ISO 14064? Bien, dans notre rapport, on l'a mentionné sur la question de mettre un bémol sur le financement des dépenses d'exploitation. Par contre, là, on ouvre un gros débat. Qui est toute la fiscalité des municipalités ou des sociétés de transport. C'est bien certain que si on veut augmenter l'offre de services, on veut augmenter l'achalandage au niveau du transport collectif, il y a des dépenses d'exploitation qui augmentent également. Alors, est-ce que c'est au Fonds vert à financer ça? Ça, c'est un débat que le gouvernement devra prendre. Maintenant, nous autres, on mentionnait qu'on aurait avantage, intérêt à financer l'infrastructure, mais il ne faut pas oublier que veut pas, à un moment donné, à cause de tout l'aspect fiscal, les municipalités ou les sociétés de transport vont avoir des difficultés à opérer. Un compliment, bravo pour ce rapport et pour vos recommandations si pertinentes. Avez-vous envisagé réformer aussi la gouvernance du Fonds vert, par exemple, assurer la représentation des contributeurs du Fonds vert? Je ne suis pas sûre de bien saisir la question. J'imagine la gouvernance, par exemple, assurer la représentation des contributeurs. J'imagine c'est plus ceux qui contribuent au SPED qui, par la suite, contribuent. Effectivement, c'est pas clair, mais bref, peut-être envisager réformer la gouvernance du Fonds vert. Bien, vous savez, je pense le Fonds vert, là, il a été initié en 2006 et je pense que ce fonds-là doit être appelé à suivre l'évolution du marché. Initialement, le Fonds vert, on a dit, bon, ce sont les changements climatiques, ce sont les matières résiduelles et c'est l'eau. Est-ce qu'on pourrait pas l'élargir? On pourrait l'élargir. Je veux dire, aujourd'hui, il y a plein de défis au niveau de la décontamination des sols. Qui dit, est-ce qu'on pourrait pas rentrer certains aspects comme ça dans le Fonds vert? Alors, je pense que le Fonds vert doit être évolutif. Une loi, ça change. Ça change, oui, c'est vrai que ça prend du temps, mais je veux dire, à un moment donné, il faut s'assurer aussi que lorsqu'on a un fonds de cette grosseur-là, parce qu'on parle quand même de 4 milliards, là, de plus de 4 milliards, ben, je pense qu'il faut s'assurer qu'il puisse évoluer dans le temps pour être sûr qu'on adresse les vrais problèmes.
la personne qui avait posé la question, effectivement, dit la représentation des entreprises qui contribuent au SPED, qui, lui, finalement, est la base, enfin, les revenus du SPED qui servent au fonds vert. Donc, ce qu'il mentionne, c'est ceux qui payent ont un intérêt à ce que leur argent soit bien géré. Oui. Donc, c'est le dilemme. Est-ce qu'on devrait toutes donner une bonne partie aux entreprises, finalement, qui contribuent au SPED, qui lui contribuent au fonds? OK. Mais encore là, c'est un débat de société. C'est le gouvernement qui va décider sur ça. Le gouvernement a décidé d'imposer une taxe carbone et la façon de redonner ça, ben, c'est à travers différents plans d'action. Est-ce que le gouvernement va prendre une décision autre que celle-là dans le temps? C'est à voir. Nous autres, on a fait quand même des recommandations pour les entreprises assujetties au SPED. Je pense que pour nous, je pense que c'est important. C'est sûr que les entreprises qui sont assujetties au SPED, ce sont des entreprises très polluantes. Alors, si on peut aider ces entreprises-là, des fois, à améliorer leur processus d'affaires, on sait pertinemment que c'est beaucoup d'argent aussi qui est impliqué. Ben, je pense que c'est important aussi d'assister ces entreprises-là, et pas nécessairement pour la question, bon, du fonds vert, mais c'est aussi, rappelez-vous, je pense qu'il faut utiliser le fonds vert comme levier financier, création d'emplois, développement de nouvelles technologies, exportation de cette technologie-là. C'est tout ça que le fonds vert devrait faire. Il ne faut pas aussi oublier que 80% de l'économie québécoise est couverte par le SPED et plusieurs des entreprises refilent ça aux consommateurs. Donc, les consommateurs aussi, d'une façon indirectement, contribuent au fonds vert. Et donc, le fonds vert, ce qu'il a le privilège de faire, c'est de financer des projets ou des programmes qui vont pouvoir accélérer si on veut, les secteurs qui sont les plus problématiques en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, autre question. Comment avez-vous fait pour évaluer la performance de différentes mesures qui visent souvent à introduire des changements au cours des prochaines décennies et non pas à l'intérieur de la simple durée de vie du PAC? Le PAC qui s'insère dans la lutte au changement climatique qui se fait à long terme. Donc, comment aller plus loin? Comment aller plus loin? Premièrement, avant d'aller plus loin, je vais juste expliquer un peu la méthodologie qui a été utilisée pour rédiger ce rapport-là. C'est certain qu'on a fait la tournée de tous les ministères, on s'est assis avec eux, on a évalué la situation actuelle. Quand je dis la situation actuelle, c'est autant au niveau de l'utilisation des enveloppes budgétaires que les résultats présents, mais également ce qu'il y avait dans le pipeline pour les mois à venir ou les années à venir. Il y a certains ministères qui nous ont dit, d'accord, on a mis peut-être un peu de temps à mettre en place nos programmes, mais les résultats vont venir éventuellement. Alors, c'est certain que c'était un exercice de longue haleine. Là, ça a pris quand même quelques mois pour faire la tournée et passer au travers des 185 mesures. Maintenant, chose qu'on a recommandée au ministère de l'Environnement pour dessiner le futur plan d'action, je pense qu'il faut vraiment partir, on a des cibles gouvernementales et là, c'est de voir, OK, par secteur stratégique, qu'est-ce qu'on leur accorde comme cible et après ça, ben, définissons des actions qui vont nous amener vraiment à certaines cibles. Malheureusement, c'est pas tout à fait comme ça que le PAC a été conçu initialement. Alors, on est pris un petit peu, on avait une cible gouvernementale, mais le PAC avait pas tout à fait une cible globale. La cible a changé en cours de temps et lorsqu'on a pris le PAC, ben, c'était pas toutes les actions qui avaient des cibles et des indicateurs. Alors, c'est comme si on avait travaillé un peu à l'envers. Alors là, le futur PAC, il faut vraiment le prendre, partons de la cible gouvernementale ou des cibles gouvernementales et essayons de faire en sorte de mettre ça par secteur, d'établir ça par secteur stratégique et de là, élaborons différentes initiatives qui vont nous permettre
d'arriver à atteindre les cibles des secteurs stratégiques et finalement la cible gouvernementale. Mais on a un défi majeur à l'actuel, juste la cible 2030, elle est très élevée et malheureusement, je ne pense pas, en tout cas pas avec les résultats qu'on a ce jour, ça va être très difficile d'atteindre la cible 2020. Alors, il va falloir mettre les bouchées doubles pour arriver à la cible 2030, qui est très agressive. 37,5, là, c'est très agressif. Je fais juste mentionner qu'il reste quelques minutes avant la fin du webinaire. Il y a beaucoup de questions. Je ne vais peut-être pas toutes les prendre. Donc, peut-être ceux qui avaient des questions brûlantes, vous pouvez peut-être nous les envoyer, puis au pire, on pourra répondre par la suite. Mais je vais juste en prendre quelques-unes avant de conclure. Donc, quelqu'un me demande une question un peu générale. Quelles sont les conditions pour bénéficier du fonds vert? Les conditions, ben, les conditions pour bénéficier du fonds vert, c'est sûr que à l'heure actuelle, le projet doit cadrer dans dans un des programmes existants présentement. Et il y a d'autres choses que les ministères ont mis en place, parce que c'est vraiment plus des projets très plus structurant, mais un bénéficiaire qui voudrait avoir accès à du financement par le fonds vert, ben, c'est de passer par l'intermédiaire des différents ministères, des 15 ministères organismes et s'assurer que ça cadre en fonction des balises des programmes. Jusqu'à ce que vous sortez des indicateurs ou une grille d'évaluation qui va être plus structurée. Oui. Mm-hmm. Quelqu'un dit, Madame Chagnon a dit qu'il n'y avait pas de cible globale pour la réduction des GES, mais seulement un potentiel de réduction. Pourtant, il y a des objectifs de 20 en 2020, puis de 37,5 en 2030. Oui. Oui. Mais bon, alors, il y a une différence. Oui. La cible de 20 et la cible de 37,5, c'est une cible gouvernementale. Par contre, le plan d'action, lui, sur les changements climatiques, n'avait pas de cible spécifique. Alors, c'est très différent. Oui, au niveau gouvernement, le gouvernement s'est engagé à réduire en 2020 de 20 par rapport au niveau de 1990. Alors il n'y a pas de doute sur ça. Il y a des cibles gouvernementales qui sont fixes. Mais c'est au niveau du plan d'action. Là, c'est très différent. Parmi les recommandations énumérées, quelles sont celles d'une banque verte qu'une banque verte pourrait mettre en œuvre? Bien, une banque verte pourrait mettre en œuvre naturellement les différents outils financiers pour s'assurer qu'il y a des projets structurants qui voient le jour. Vous savez, aujourd'hui, faire des changements de processus dans une entreprise ou quoi que ce soit, ça coûte des milliers et des milliers de dollars. Et bien souvent, c'est pas une petite subvention de quelques milliers de dollars qui va faire qu'un projet va voir le jour ou pas. Je pense qu'en entreprise, il y a peut-être bien des entrepreneurs là, qui sont à l'écoute. C'est toute une question de rendement sur investissement, dans combien de temps je vais rentrer dans mon argent et tout. Alors, si on pouvait s'assurer de pouvoir participer au financement de ces projets-là, ben, je pense qu'une banque verte, ça serait intéressant qu'elle puisse mettre en place ces outils-là, en addition à la subvention. Là, ça ne veut pas dire qu'on veut mettre un X sur la subvention, loin de là, mais un financement, c'est un tout. C'est autant de l'équité, c'est autant de la dette primaire, ça peut être de la subvention, ça peut être de la garantie de prêt, de la quasi-équité. C'est un tout, un financement de projet. Puisque le fonds vert est financé par le marché du carbone, pourquoi est-ce que vous vous préoccupez de la pérennité du fonds vert? Ben, théoriquement, c'est qu'à un moment donné, le marché du carbone va faire son effet. Alors, les revenus, si le marché du carbone fait vraiment son effet, les revenus vont être appelés à diminuer. Et je pense que c'est important de s'assurer justement de faire en sorte que les revenus du fonds vert puissent être réutilisés continuellement.
Il y a aussi, je pense, l'enjeu qui se passe à l'extérieur du Québec qui peut créer une certaine pression avec le fédéral, avec sa nouvelle taxe. Oui, sur le carbone. Fait que c'est à comprendre pourquoi il y a des avantages sur avoir le SPED versus une taxe, etc. Mais à mon avis, le SPED a la beauté, si on veut, d'assurer qu'on va avoir des mécanismes de flexibilité pour que les entreprises qui sont assujetties au SPED puissent atteindre finalement les réductions. Puis aussi, on a aussi une garantie avec un plafond un peu comme un budget carbone finalement au Québec qui assure qu'on va pouvoir avoir une réduction, ce qui n'est pas nécessairement le cas d'une taxe. Donc, il y a quand même certains avantages, même si ce n'est pas toujours parfait. Pour uniformiser les estimations de réduction de GES, pensez-vous recommander des organismes préapprouvés? Pour l'instant, non, parce que c'est quelque chose qui appartient au ministère de l'Environnement. C'est le ministère de l'Environnement qui est le porteur de ballon au niveau de l'évaluation des GES. Alors, lorsqu'on reçoit justement une demande pour mettre en place un programme ou un projet, on fait valider les calculs par le ministère de l'Environnement. Alors, ce n'est pas dans nos intentions de faire affaire avec une firme externe pour l'instant. On achève avec les questions. Est-ce que ça va, Sylvie? Oui, c'est correct. Ben, c'est quand même un privilège. On n'a pas souvent la chance de t'avoir de vive voix. Prochaine question. Les fonds du Fonds vert sont-ils gelés jusqu'à ce que les recommandations soient entendues? Jusqu'à ce que les recommandations du rapport soient attendues? Non, pour l'instant, les fonds ne sont pas gelés, là, loin de là. Je veux dire, les programmes continuent à fonctionner. Maintenant, c'est sûr que avec les recommandations qu'on a faites, le ministre doit se positionner et apporter ses recommandations au Conseil des ministres. Alors, on verra qu'est-ce qui sera décidé par le Conseil des ministres, mais il n'y a aucune somme d'argent qui est gelée, là. Est-ce que le Fonds vert pourrait servir à offrir des crédits d'impôt pour les initiatives personnelles sur le même modèle que les dons de bienfaisance, par exemple, l'achat de crédits de carbone par des voyageurs en reconnaissant les entreprises qui font de la compensation? Ouf, bonne question. Faudrait évaluer. Faudrait évaluer. Oui. Faudrait évaluer. Vous financez les startups en recherche et développement qui disposent d'une technologie qui traite du changement climatique causé par les villes? Ben, ça se peut, oui. Je veux dire, il y a du financement au niveau des startups. Il y a quelques programmes qui sont en place pour ça, mais je pense que c'est important de financer des startups comme c'est important de financer aussi des entreprises qui sont en expansion. Alors, oui, c'est nécessaire. Comment voyez-vous une communication plus efficace envers les citoyens pour les sensibiliser sur l'importance de réduire leur consommation de produits pétroliers? Écoutez, on avait fait une recommandation, nous, dans notre rapport, notre premier rapport qui avait été publié en février 2018, où est-ce qu'on recommandait de faire une campagne de marketing social. Et je pense que les changements climatiques, c'est quelque chose que les gens ont un peu de misère à comprendre. On a besoin d'éduquer la population. Et je pense qu'une campagne de marketing social serait une option. Si on prend, par exemple, les campagnes qui ont été menées pour l'alcool au volant, cesser de fumer, le port de la ceinture de sécurité, ce sont des campagnes de marketing social que le gouvernement a mises en place et qui étaient à répétition. Mais on y est arrivé pour faire des changements de comportement au niveau de la société. Et pour les changements climatiques, je pense que c'est la même chose qu'il va falloir faire. On a plusieurs initiatives à l'heure actuelle dans le plan d'action qui sont financées justement pour faire de la sensibilisation. Donc, vous savez, c'est que la portée
la force de frappe n'est pas assez grande dans ces initiatives. Là, quand on sensibilise peut-être une centaine de personnes, je veux dire, c'est bien beau, là, bravo, mais c'est parce qu'on est 8,2 millions au Québec, là. Alors, il faut s'assurer que lorsqu'on va investir nos argents, on va pouvoir avoir une force de frappe beaucoup plus grande. Et je pense que ça prend, oui, il faut informer la population, il faut les mettre au courant, les sensibiliser au changement climatique, mais vraiment plus par une campagne de marketing social. Du moins, c'est la position du conseil de gestion du Fonds vert. Je pense qu'il ne faut pas aussi oublier qu'en plus des incitatifs, puis de la sensibilisation et de la recherche, il y a aussi d'autres outils dont l'écofiscalité, puis la réglementation qui viennent justement toutes transformer les marchés. Et puis souvent, on pense que le fonds vert, ça va être le pot de magie qui va venir tout transformer nos économies. Mais en fait, il faut avoir plusieurs outils qui vont travailler ensemble pour pouvoir faire les changements. Quand on parle, par exemple, de la cigarette, c'est pas juste de la sensibilisation. Quand c'était rendu que ça coûtait 14$ pour acheter un paquet, les gens y pensaient 2 fois, mais faut repenser ça aussi. C'est vrai. Ah oui, définitif. Donc, je pense que ça va être la dernière question parce que je vais en prendre 2 autres, puis après ça, on va terminer. Bien qu'il est intéressant de vouloir stimuler l'économie pour accélérer la transition, son objectif principal ne devrait-il pas être de lutter contre les changements climatiques? Oui, mais ça n'empêche, un n'empêche pas l'autre. Loin de là, au contraire. Je veux dire, c'est la nouvelle économie. C'est la nouvelle économie. Alors, raison de plus pour supporter toutes les nouvelles initiatives, que ce soit au niveau des municipalités, que ce soit au niveau des entreprises. Je vois pas pourquoi le Fonds vert ne pourrait pas être un levier financier qui va participer au développement économique de la province. Souvent, on oublie aussi, comme par exemple les enjeux de transport, on utilise la mobilité pour aller d'un lieu à l'autre pour le travail, pour aller faire des achats, ça fait partie finalement de des activités d'une certaine manière qui font partie d'un système économique. Je veux dire, c'est pas détaché. Je pense que de la façon que vous le placez, c'est très important. L'inefficacité du transport routier est largement causée par de comportements qui peuvent être jugés de déviant du point de vue de l'intérêt économique, auto-solo par exemple. Prendre le fonds vert pour financer le transport en commun n'en vient pas à retarder ce type de mesures nécessaires. Pas sûr de bien saisir. Prendre le fonds vert pour financer le transport en commun n'en vient-il pas à retarder ce type de mesures nécessaires? Donc, bref, j'ai l'impression que si je comprends bien la question, faut-il pas plus financer le transport collectif? Parce que tu avais une question plus tôt qui disait que... c'est-à-dire qu'il faut revoir parce que les résultats ne sont pas au rendez-vous. C'est sûr que c'est le secteur qui est le plus préoccupant au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Alors, faut juste s'assurer que les initiatives qui sont mises de l'avant au niveau du transport donnent des résultats concrets. Et des résultats concrets, ça veut dire, oui, les réductions de gaz à effet de serre, mais c'est aussi l'augmentation de l'offre de services au niveau du transport en commun et l'augmentation de l'achalandage. Pour l'instant, les critères d'augmentation de l'achalandage, l'augmentation de l'offre de services, c'est peut-être pas aussi bien dessiné pour l'instant. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a des résultats un peu plus mitigés au niveau des initiatives dans le transport. Alors, il faut juste faire attention. Je veux dire, je pense, le fonds vert doit être utilisé justement pour le transport en commun. Ça, c'est définitif. C'est un secteur qui est problématique et qui dégage le plus de gaz à effet de serre. Alors, il faut s'y attaquer, mais il faut juste s'assurer que c'est bien, les programmes sont bien montés pour s'assurer qu'il y a justement un transfert de l'auto-solo au transport en commun. Puis aussi, souvent, on oublie, mais il y a aussi le transport partagé, dont les véhicules libre-service, on parle beaucoup de véhicules électriques.
mais on ne parle pas souvent de comment optimiser nos parcs de véhicules existants, et puis c'est souvent une option pour mieux gérer nos actifs existants. Donc, là-dessus, merci beaucoup, Sylvie, et évidemment à toutes les questions qui ont été posées. J'espère que ça a été informatif pour tout le monde. Le PowerPoint de Sylvie va être mis en ligne, ainsi que ce webinaire qui va être rendu public sur le site de YouTube de la chaire, mais je vais envoyer le lien à tout le monde. Donc, sur ça, merci beaucoup et à une prochaine fois. Merci.